notre deuxième orateur, qui est Christophe Volkringer, est à l'Institut central de Lille au sein de l'équipe matériaux hybrides dans l'unité de catalyse et de chimie du solide. Il a intégré l'Institut central après un séjour à l'Université de San Diego en Californie. Il est maintenant professeur des universités. Il y dirige un département d'enseignement. Ses travaux de recherche sont dédiés aux solides poreux, principalement de type MOF. MOF, je vous donne la diffusion, c'est Metal Organic Framework. Enfin, je pense qu'il va mieux que moi vous expliquer ce que c'est. Avec leurs applications pour le nucléaire, le militaire et la décontamination virale. Donc, on voit que ces matériaux ont une certaine importance. Enfin, Christophe est aussi membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Donc, il va nous parler des MOF pour la capture des radionucléides en cas d'accident nucléaire. On espère qu'on ne sera pas trop à même de tester l'efficacité de ces MOF. Mhm. Merci Christophe, à Jean-Paul. toi. Merci Jean-Paul, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, oui. Donc merci aussi aux organisateurs de ce webinaire pour l'invitation donc à présenter donc ces travaux, donc une partie des travaux qu'on mène à Lille, donc dédiés au nucléaire, et donc en l'occurrence ici donc sur la capture de radionucléides. Donc je vais vous présenter en fait une chronologie des travaux qu'on mène à peu près depuis 10-15 ans là-dessus, spécifiquement là-dessus, donc à partir de MOF. Alors avant de parler un peu plus des MOF, je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de capter des radionucléides. Comme vous le savez certainement, hein, donc la technologie nucléaire est fortement utilisée en France, hein. On a près de 50 réacteurs, enfin un peu plus de 50 réacteurs en France, et plus de 75% d'électricité qui est produite à partir de l'énergie nucléaire. Et je dirais la place du nucléaire a été confortée, voire renforcée récemment, donc avec notamment un désir du président Macron, qui est de poursuivre et d'augmenter la place donc de l'industrie nucléaire en France, avec notamment la construction de nouveaux réacteurs et puis également la prolongation de la vie des centrales nucléaires actuelles. Alors, comme vous le savez également certainement, le nucléaire n'a pas que des qualités, donc c'est aussi des défauts. Donc on peut bien sûr parler de la gestion des déchets, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on peut également surtout parler du risque d'accident. Alors même si la France n'a pas connu d'accident majeur, je dirais, d'accident nucléaire majeur, on peut quand même citer donc récemment l'accident nucléaire de Fukushima, donc qui a eu lieu à peu près il y a 14 ans, qui a engendré donc en fait une libération de radionucléides toxiques, radioactifs, et qui a certainement été à l'origine de maladies diverses et variées aux alentours de cette centrale. Donc je parle de Fukushima, d'autres exemples du passé, hein, Tchernobyl, ainsi de suite, confirmeront cela. Alors, qu'est-ce qui se passe typiquement sur un accident nucléaire? Donc, on va décomposer la centrale nucléaire en deux parties. Donc, on va d'abord s'intéresser en fait à l'endroit où on va stocker le combustible usé. Donc, le combustible usé, c'est principalement de l'uranium, mais c'est aussi beaucoup d'autres produits de fission qui rendent en fait le combustible nucléaire usé bien plus radioactif que le combustible, je dirais, neuf. Et donc, ce combustible usé, avant d'être retraité, doit être stocké en fait dans des piscines, donc dans des piscines, afin de le refroidir. Et donc, ces piscines sont également refroidies au fur et à mesure euh, pour éviter le réchauffement et pour éviter donc l'explosion, notamment au sein de ces piscines et au sein de ces bâtiments de stockage. Donc, comme on sait, donc à la centrale de Fukushima, donc ces piscines ont été fortement dégradées et notamment on a dû utiliser de l'eau de mer pour en fait refroidir ce combustible usé. Et ce refroidissement donc par eau de mer a notamment entraîné donc dans la nature donc pas mal de produits de fission issus donc du combustible usé et notamment les plus importants, ceux qui vont se dissoudre le plus facilement dans l'eau, c'est notamment le césium et le strontium, donc qui sont notamment donc par leurs isotopes 137 et 90 fortement radioactifs. Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler de la capture de radionucléides issus de l'eau. Je vais plutôt m'intéresser donc à la capture de radionucléides gazeux. C'est un peu plus compliqué, je dirais, il y a un peu plus de challenge là-dessus. Et donc, ces combustibles, ces radionucléides gazeux, on va plutôt être produits en fait au sein du bâtiment réacteur. Donc, au sein du bâtiment réacteur, notamment lors d'une action nucléaire, on va également avoir une montée en pression qui aura du mal à être contrôlée, notamment si tout est à l'arrêt. Et cette montée en pression, en fait, va engendrer donc l'explosion
dans le pire des cas, donc du bâtiment réacteur. Alors en France, il faut savoir qu'on dispose de systèmes de dépressurisation. Donc des systèmes de dépressurisation qui sont principalement faits à partir donc de sable, hein. Donc on aura des grandes installations en sable qui vont permettre de filtrer de nombreuses espèces, donc principalement les aérosols. Donc les aérosols, c'est plutôt des particules, on va dire, de grande taille. Par contre, bah, ces installations-là ne sont pas forcément faites pour des particules de petite taille, et notamment bah, des particules atomiques gazeuses, notamment celles issues des produits de fission, comme peuvent être l'iode, le ruthénium ou les gaz rares. Et donc, forcément, il faut développer donc des matériaux. Je dirais l'accident de Fukushima et les autres accidents précédents ont mis en lumière que voilà, il fallait capter donc ces espèces gazeuses. Forcément, si elles sont gazeuses, elles peuvent partir loin, et vu qu'elles sont radioactives, elles sont forcément dangereuses pour la population. Alors, comment peut-on piéger donc des espèces radioactives, je dirais de taille atomique, hein, donc de l'ordre de l'angstrom, nanomètre. Donc, typiquement, si on veut piéger donc des espèces comme ça, il nous faut des matériaux qui soient en fait qui aient des tailles, notamment de pores, qui soient légèrement plus grandes, voire égales à ces molécules, pour à la fois les piéger et les immobiliser au sein des matériaux poreux. Parce que sinon, matériaux poreux, alors soit s'ils sont trop petits, ben ça pourra pas les piéger. S'ils sont trop grands, ben, ça passera à travers. Alors des matériaux poreux justement qui pourraient piéger donc ce genre d'espèces, ben, c'est des matériaux microporeux, donc avec des tailles de pores de l'ordre de quelques angstroms. Donc on les connaît ces matériaux, hein. Donc on va avoir notamment bah, les matériaux, je dirais historiques microporeux, que sont par exemple les éolites. Donc les éolites sont déjà utilisés par l'industrie nucléaire, donc notamment bah, pour piéger des vapeurs d'iode. Le seul souci, c'est que ces matériaux ont également des défauts. Donc, ils ont des défauts, notamment parce que leur petite porosité fait notamment que ça va se bloquer assez facilement et qu'on ne pourra pas capter bah, des espèces en grande quantité, comme l'iode par exemple, mais également donc, des espèces un petit peu plus grosses, comme le tétraoxyde de ruthénium, qui est une espèce gazeuse radioactive produite durant des actions nucléaires. Un autre défaut de ces éolites, c'est que c'est des matériaux naturels qui contiennent donc également bah, des radioisotopes naturels, comme le potassium 40, et en fait qui rendent le bruit de fond de détection relativement élevé et qui ne permettent pas de détecter les traces d'éléments radioactifs au sein de ces matériaux. Les deuxièmes matériaux de type microporeux qu'on peut utiliser donc en cas d'action nucléaire, bah, c'est les charbons actifs. Le seul problème, c'est que en cas d'accident nucléaire, on a aussi des risques de feu. Et dans ce cas-là, bah, un charbon actif ou pas, je dirais, bah, c'est une source de propagation de feu. Donc c'est pas forcément adapté donc en cas d'accident nucléaire. Et donc la troisième famille de matériaux microporeux qu'on connaît bien depuis à peu près une trentaine d'années, voire un peu plus depuis quelques semaines. Donc c'est les matériaux de type Metal Organic Frameworks ou MOF, et donc notamment qui présentent plusieurs propriétés intéressantes. On sait que c'est des retardateurs de feu, ils ont des porosités largement supérieures aux éolites et dans certains cas au charbon actif. Et puis également, on verra ça donc de par nos travaux, on sait également que certains d'entre eux sont stables en cas d'action nucléaire. Oups, je vais un peu vite. Donc que sont ces matériaux poreux de type MOF? Alors, comme je disais, les matériaux poreux de type MOF, hein, ben, c'est des matériaux qui sont très à la mode hein, depuis, je dirais, le milieu des années 2000, et qui le sont encore plus, donc parce que donc récemment, bah, le prix Nobel de chimie a été attribué donc à trois personnes hein, qui ont travaillé donc sur ces fameux composés poreux, Richard Hobson, Omar Yagi et Susumu Kitagawa. Et donc un MOF, c'est quoi? Bah, c'est l'association en fait d'un cation métallique et d'un ligand. Et grâce en fait à la longueur du ligand qui va relier plusieurs centres métalliques, on va pouvoir en fait créer un espace et cet espace pourra donc créer de la porosité. Et si notre molécule en fait est poreuse, stable, on pourra capter donc à l'intérieur de ce matériau donc des gaz. Et je dirais l'exemple, je dirais le plus illustratif de qu'est-ce qu'un MOF. Donc c'est par exemple l'exemple du MOF 5. Donc c'est le matériau numéro 5 MOF qui était découvert donc par Yagi et qui est issu de la synthèse donc assez simple hein, d'un nitrate de zinc, de l'acide terephtalique. On fait chauffer l'ensemble dans le DMF. On obtient donc ce composé tridimensionnel avec ici le ligand terephthalate qui va relier en fait des clusters contenant 4 atomes de zinc et l'ensemble va générer ici une structure cubique microporeuse qui va également cristalliser donc sous forme de beaux petits cristaux cubiques. Donc ce composé-là donc a un diamètre de pore d'environ donc 10 angstroms, ça correspond à 3 molécules d'eau en fait en diamètre, et une surface spécifique d'environ 3000 mètres carrés.
ce qui correspond donc à peu près un demi-terrain de foot. Donc dans ces composés, on peut donc piéger beaucoup d'espèces grâce à une porosité extrêmement importante. Et donc c'est pour ça que nous, à Lille, donc depuis à peu près donc, une quinzaine d'années, on utilise donc des matériaux type MOF en réponse à un accident nucléaire. Et donc avant de s'intéresser, je dirais, à ce qu'on peut capter à l'intérieur, une des premières questions qu'on avait, c'était est-ce que ces composés sont stables en conditions accidentelles? Alors, afin de répondre à cette question, qui il y a 15 ans, enfin il y a 10-15 ans, vraiment, on ne savait pas du tout la réponse, on savait pas à quoi s'attendre. Et donc c'est pour ça que dès le début, en fait, on s'est mis à travailler en collaboration, donc avec ce qui s'est appelé encore il y a quelques mois l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et qui depuis quelques mois donc s'appelle l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et notamment, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en fait dispose de pas mal d'équipements, je dirais uniques au monde, notamment pour générer des sources radioactives. Et on a notamment utilisé donc une installation qui s'appelle IRMA, donc un irradiateur qui s'appelle IRMA. On a pu notamment irradier donc des MOF, donc certains des MOF les plus connus, hein, le 1053, le 1120, le UO66 et ainsi de suite. Et on les a irradiés donc sous une irradiation gamma. Donc une irradiation gamma. Notamment, on a irradié nos MOF jusqu'à des doses qui peuvent aller jusqu'à 2 mégagrès. Donc 2 mégagrès, par exemple, ça correspond à peu près à une semaine de conditions radioactives dans un bâtiment réacteur en cas d'accident nucléaire. Donc on a regardé donc ces différents MOF et on a eu donc typiquement deux types de résultats. Donc ça c'est la chambre IRAMA avec à l'intérieur le laboratoire, je dirais, d'essai et puis avec un robot ici qui permet de piloter donc notamment les matériaux au sein de cette chambre qui est sous irradiation. Et ça donc ça c'est les matériaux ici qu'on avait avec ici une source en cobalt 60 qui va être l'émetteur gamma. Et donc, on va avoir donc deux types de résultats. Donc, on va avoir tout d'abord les MOF qui ne sont pas résistants. Donc, un exemple ici, c'est par exemple le ZIF-8. Donc, le ZIF-8, en fait, plus on va le soumettre au rayonnement gamma, au rayonnement radioactif, plus en fait on va le dégrader. Donc, on voit ça typiquement ici, on voit l'élévation en montant ici donc de la dose reçue donc par le matériau. Donc, on voit ici que les raies de diffraction s'élargissent en fait un petit peu. Et surtout, ici, on voit que les mesures BET, donc les mesures de surface spécifiques, montrent que plus on va irradier le matériau, plus il va perdre en porosité. Donc cette perte en porosité se caractérise notamment par l'apparition de nouveaux sites qu'on a vus par RMN, et notamment de nouveaux sites qui correspondent en fait au ligand libre qui s'est déconnecté du zinc. Donc on a le matériau qui va se dégrader le plus vite, c'est le ZIF-8, qui est un MOF très très connu. On a à peu près le même comportement avec d'autres MOF très connus, que sont le H-1 et le UO66, mais dans des degrés moindres de dégradation. Par contre, on a eu des MOF qui sont, eux, restés extrêmement stables, je dirais, sous irradiation, voire mieux. Notamment les composés de type 1000, donc les matériaux développés à l'Institut Lavoisier de Versailles, donc à l'époque où Gérard Ferré était le directeur de cet institut. Donc, il y a notamment ici l'exemple du 1100. Donc, le 1100 par diffraction des rayons X, on voit que les raies sont toujours les mêmes. On voit pas de modification par RMN. Et surtout, chose étonnante, on a vu en fait un gain de porosité. C'est-à-dire, en fait, on augmentait la porosité de nos matériaux après l'irradiation. Et on a eu le même résultat avec d'autres MOF, je dirais, extrêmement connus, que sont le 1053 ou le 1120 à l'aluminium. Alors, comment expliquer qu'on avait certains MOF qui se cassaient et d'autres qui se cassaient pas? En fait, on s'est intéressé, je dirais, à des propriétés physiques de ces matériaux et notamment la section efficace des métaux qui constituaient donc ces MOF. Et donc, en regardant en fait un peu la section efficace donc des métaux qui construisaient ces MOF, on se rend compte qu'en fonction du métal, on a une section efficace. Donc, en fait, je dirais la probabilité d'interaction du métal avec le rayonnement gamma qui est fortement différente. Donc, avec l'aluminium, elle sera le plus faible. Et par contre, avec les autres métaux, elle sera très élevée. Ça veut dire que les MOF construits à partir de zirconium, de cuivre, de zinc vont fortement interagir avec le rayonnement gamma, donc auront donc forcément plus de chances de se dégrader. Après, l'autre question, c'était pourquoi est-ce qu'on avait un gain de porosité sur les MOF extrêmement stables? Donc, notamment, on a fait cette étude avec le 1100 à l'aluminium, qu'on a irradié donc par irradiation gamma, et on a pris le 1100 à l'aluminium, on n'avait pas du tout nettoyé. Donc, on n'avait pas en fait nettoyé, on n'avait pas retiré les impuretés présentes au sein des pores. Et on a vu donc que ce matériau, quand il n'était pas nettoyé, on avait une porosité qui restait très bonne, mais en fait que sous irradiation, on nettoyait, en fait, on augmentait la porosité. Et ce nettoyage ici des pores se traduisait notamment par une petite bande ici assez connue pour ceux qui travaillent dans le domaine des MOF, qui est en fait la bande ici de l'acide libre, de la fonction COH qui correspond en fait à l'acide libre qui est initialement piégé au sein des pores.
et qui en fait au fur et à mesure de l'irradiation disparaissaient. Donc on activait en fait nos matériaux ici de type MOF. Donc on a été les premiers au monde à faire ça. Donc en 2016 et les premiers travaux américains sont apparus que 4-5 ans plus tard. Donc une fois qu'on avait prouvé qu'on avait des matériaux stables, enfin très stables pour certains, un peu moins stables pour d'autres, on s'est intéressé en fait à capturer de l'iode non radioactif. Donc c'est quand même plus simple de bosser avec de l'iode qui est non radioactif. Donc on a pu faire ça en fait à Lille. Donc grâce à un montage qu'on a développé sur plusieurs années. Donc un montage assez simple, hein, où on va générer ici de l'iode gazeux. On va faire passer en fait à travers une cellule qui va contenir le MOF. Et en fait l'iode qui n'aura pas été filtré donc par le MOF sera en fait piégé dans des bulleurs. Et ces bulleurs en fait seront dosés en direct pour savoir en fait la quantité d'iode qui n'aura pas été piégée. Et vu qu'on connaît en fait la quantité d'iode qui passe à travers le montage, on pourra en déduire en fait la quantité d'iode qui aurait été piégée à travers le MOF. Alors, on s'est amusé à faire ça donc sur une famille de matériaux de type MOF, qui sont les UIO 66, 67, 68, notamment parce qu'on, grâce à ces matériaux-là, on peut jouer sur pas mal de paramètres que sont la fonctionnalisation ou le diamètre des pores. Alors, pour faire relativement rapidement, euh, donc on a donc tracé donc les courbes donc de cinétique d'absorption de l'iode par ces matériaux. Donc ici à droite, vous avez ici donc les ligands utilisés. Donc plus le ligand est grand, plus on aura une porosité importante. Donc si je reviens un peu en arrière, mes animations prennent un peu de temps. Euh, oups, voilà. Donc si on s'intéresse ici au composé de type UO66, donc le composé non fonctionnalisé va à peu près piéger à saturation dans les conditions qu'on a utilisées, à peu près 228 mg d'iode par gramme de MOF. Si on rajoute un groupement amino, donc le groupement amino sont connus en fait pour créer une interaction particulière avec l'iode, on va à peu près doubler la quantité d'iode piégée au sein des pores. Si on repart sur un composé avec un diamètre de pore plus grand, mais sans fonction amino, on va piéger à peu près autant que le 66. Par contre, dès qu'on va augmenter la taille des pores tout en gardant des fonctions amines, on va pouvoir en fait avoir des capacités de capture très nettement supérieures à ce qu'on avait avec les composés à petits pores. Et je dirais la capacité maximale est obtenue justement par avec un composé ici à grand ligand, donc à grand pore, avec deux fonctions amines. Voilà, sachant que quand on avait des pores encore plus gros, ici avec ce ligand à trois cycles, l'iode en fait avait du mal à rester confiné parce que les pores étaient trop grands et l'iode passait à travers. Et donc typiquement, on a montré ici que le composé de type 67 diamino, donc celui-ci ici en vert, était le meilleur compromis à la fois en termes de fonctionnalisation et de diamètre de pore pour confiner l'iode. On a également montré qu'en fonction de la taille des pores et en fonction donc du ligand, on avait également donc une interaction relativement forte de l'iode avec le MOF. Donc on a regardé en fait par chauffage jusqu'à quelle température l'iode restait au sein des pores. Et dans ce cas-là, en fait, on a vu que le composé qui stabilisait le mieux l'iode était le composé ici synthétisé à partir de ce ligand, donc avec ici une chaîne aliphatique, un CH2 entre le NH2 et le cyclobenzénique. Donc, stabiliser mieux l'iode parce qu'on avait en fait une plus grande densité électronique au niveau du groupement amino, ce qui stabilisait l'iode en fait au sein des pores. Et on avait un départ de l'iode dans ce cas-là à peu près à 320 degrés. Alors, on a voulu essayer un peu de comprendre ce qui se passait au sein de nos composés poreux. Et donc, la meilleure technique, en fait, je dirais, pour analyser ce qui se passe au sein de nos composés poreux qui piègent de l'iode, c'est le Raman. Donc, le Raman, en fait, on sait que le l'iode, en fonction de sa chimie, va avoir un déplacement, va avoir, je dirais, une résonance qui va évoluer. Donc, par exemple, pour l'iode libre, on va plutôt avoir une bande qui va sortir à 200 cm-1. Et puis, plus on va avoir de l'iode perturbé ou interagissant avec la structure, plus on va se déplacer donc au bas nombre d'ondes. Et notamment, jusqu'à avoir une transformation en fait de l'iode I2 en I3-, et également qui va coïncider avec un changement de couleur du matériau. Alors, en plus, donc, le fait de capter fortement l'iode de forme I2 au sein de nos matériaux, on a également ici une transformation qu'on a vue en Raman, où l'iode passait de I2 à I3-. Donc, sans forcément savoir d'où venait la charge négative qui générait justement ce groupement I3-. Alors, on a travaillé là-dessus, donc sur le 66, où on a vu un possible effet du band gap. Mais je dirais, l'effet du band gap, on l'a surtout vu sur des composés, je dirais, où le band gap est un peu plus clair que sur les composés type UO66. Et donc, on a travaillé sur une famille de MOF qui sont de chimie identique, mais qui contiennent des métaux différents. Donc, ces MOF, en fait, s'appellent, pour le MOF à l'aluminium, le composé de type CaU1. Donc, il se forme d'une chaîne ici de métaux d'aluminium liés entre eux donc, par un acide téréphthalique. Et on peut faire les mêmes composés à partir de titane. Et dans ce cas-là, en fait, il s'appellera 1125. Donc la différence entre ces matériaux, c'est que dans un cas, on a l'aluminium, chargé 3+,
avec un band gap, l'aluminium, on pourra pas en fait un band gap de transfert entre le métal et puis le ligand. Par contre, sur le titane, là, on pourra avoir quelque chose qui va pouvoir en fait un petit peu interagir par excitation avec une génération d'électrons. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, on a ici donc trois matériaux de même structure avec trois métaux différents, avec également la petite nuance sur le 1125 amino d'un groupement amino qui est lié ici au ligand. Donc, ces trois composés ici, on les a regardés donc pour la capture d'iode et on voit que les composés à base de titane, malgré des porosités similaires, en fait, vont piéger beaucoup plus que le composé à base d'aluminium. Donc, pour expliquer cela, on a donc forcément expliqué cela par la présence de groupements amino sur le 1125 amino, mais on a également regardé en fait quel était le comportement de l'iode I2, donc notamment au fur et à mesure du temps. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'iode I2 en fait avait tendance à se transformer au fur et à mesure du temps en iode I3-, qui en fait, on compare ça nous à une forme stabilisée de l'iode, parce que l'iode I2 reste volatile, l'iode I3-, lui, il reste est beaucoup moins volatile au sein des pores. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fonction du band gap ici, donc plus le band gap était faible, et plus on avait en fait une stabilisation de l'iode I2 sous forme I3-. Donc notamment en faisant une mesure en parallèle donc par RPE, on a pu analyser donc la localisation de charge, que ce soit au niveau du métal, donc notamment le titane qui pouvait être passé de titane 3+, enfin du titane 4+ à titane 3+, au niveau donc du ligand qui pouvait également transférer des charges. On a pu proposer donc deux mécanismes différents, donc deux transferts de charge, donc soit qui faisaient intervenir donc le métal où le métal donc transférait sa charge en fait à l'iode pour ensuite générer de l'I3-, ou soit donc uniquement via le ligand et donc via la formation donc également d'une charge qui va être transférée ici à l'iode pour également générer donc I3-. Alors vu qu'on a de bons résultats, vu qu'on avait de bons résultats sur l'iode non radioactif, forcément on a étendu ces travaux à de l'iode radioactif, donc toujours avec l'aide en fait de la SNR. On nous a demandé notamment que pour s'adapter à leurs installations, je dirais, de simulation d'accidents nucléaires, on ne pouvait pas travailler avec de la poudre, mais il fallait travailler donc avec un matériau mis en forme qui pouvait à la fois être résistant, capter des quantités d'iode importantes et résistant à l'irradiation notamment et à la vapeur d'eau. Donc pour faire assez rapide, on a donc d'abord dû mettre en forme ces matériaux de type MOF, donc notamment à l'aide d'une plateforme qu'on a ici à Lille, donc permet notamment de synthétiser à grande échelle des matériaux à l'ordre de la centaine de grammes jour, et puis également de les mettre en forme. Donc on a mis en forme un matériau ici de type UO66. On a regardé donc tout d'abord la résistance de ce matériau donc sous irradiation, donc à la poêle 66 simple et puis le 66 avec la fonction amine. Ce qu'on a vu, ce qu'on attendait, c'est que le 66 en fait simple se dégradait légèrement sous l'irradiation. Par contre, le 66 amino, lui, restait stable, voire même augmentait un peu sa porosité. Et dans ce cas-là, en fait, on a attribué ça à la présence de groupements amino, qui sont des groupements en fait scavengers, qui vont justement limiter je dirais, l'effet des radicaux produits lors de l'irradiation et donc limiter la casse du matériau sous l'irradiation. Donc on a regardé donc ces matériaux-là, notamment si on pouvait à la fois capter de l'iode radioactif et voir donc si cette iode radioactive pouvait rester confinée, immobilisée au sein du matériau, même quand on allait appliquer de la vapeur d'eau, de la température et de l'irradiation. Donc, on a ainsi marqué donc ce matériau de type MOF avec de l'iode radioactif 131. Donc, on a chargé ce MOF à peu près avec 8 mg d'iode radioactif par gramme de MOF, avec une activité de près de 5 10 puissance 5 becquerel. Et puis, après avoir irradié donc ce matériau contenant de l'iode radioactif, donc à la fois on l'a irradié, on a envoyé de la vapeur d'eau, on a envoyé de la température donc jusqu'à 120 degrés, et on a montré en fait que malgré donc ces conditions assez drastiques, donc grâce à une installation spécifique ici de la SNR, on n'avait en fait aucune perte d'iode radioactif lors de l'expérience. Sachant qu'on à titre de comparaison, on avait fait la même expérience avec un charbon actif ou avec une zéolite, et on avait dans ce cas-là une perte en iode. Donc, comme on arrive peut-être un peu à la fin, je vais juste finir avec des tests un peu plus récents qu'on a fait donc sur le tétraoxyde de ruthénium. Alors, le tétraoxyde de ruthénium, c'est pas forcément l'espèce à laquelle on pense en premier en cas d'accident nucléaire. Alors, vous savez peut-être pas, mais en fait, en 2017, en Europe, en fait, on a connu un accident nucléaire. On a connu notamment en fait une, euh, comment dire, en fait, la présence de ruthénium 106 radioactif dans l'atmosphère européenne. Alors, il y a eu une étude faite par la SNR qui a essayé en fait d'identifier l'origine de ce ruthénium 106. Et donc, ce ruthénium 106, en fait, d'après les calculs faits par la SNR grâce à leur centrale de détection à travers l'Europe,
ont montré que ben, l'origine du ruthénium-106 ici était ben, le site nucléaire de Mayak, qui est en Russie. Alors, pour des raisons qui leur sont propres, hein, les Russes n'ont pas forcément, eux, détecté de ruthénium-106 libéré donc, par leur centrale nucléaire. Mais il faut savoir donc, que ce ruthénium-106, donc, c'est également un produit de fission issu du combustible nucléaire. Donc à cette époque-là, donc l'IRSN est venu, enfin l'ASNR maintenant et l'IRSN à cette époque sont venus nous voir pour justement voir si on pouvait pas capter du ruthénium, tétraoxyde de ruthénium, qui est une forme gazeuse de ruthénium, à l'aide de MOF. Donc on a développé donc avec l'aide de l'ASNR, enfin c'est notamment l'ASNR qui l'a développé eux de leur côté, donc un banc qui notamment par réaction d'oxyde de ruthénium avec l'ozone va générer donc du tétraoxyde de ruthénium gazeux. On a mis en contact dans ce banc donc le MOF, notamment voir si on pouvait capter donc ce fameux RuO4. Donc on a pris le mob qu'on connaissait bien, qui est le UE66 amino, qui déjà captait bien en fait l'iode. On a montré qu'on pouvait capter ici beaucoup de ruthénium sous sa forme tétraoxyde, sauf que quand on regardait le MOF, en fait, on avait plutôt un composé noir, qui est plus une couleur typique du ReO2, alors que le ReO4 est plutôt orange. Donc, pour cette capture de tétraoxyde de ruthénium, on a montré qu'on avait un pourcentage, un facteur de décontamination DF ici qui était près de 6000 fois supérieur aux matériaux utilisés généralement par l'industrie nucléaire, donc le sable, ou à peu près 1000 fois supérieur en comparaison en fait de la zéolite ou des zéolites utilisées donc, par l'industrie nucléaire. On a montré qu'on avait bien une capture de ruthénium donc par microscopie électron transmission. On a montré une répartition homogène du ruthénium au sein du matériau de type MOF, avec à peu près une charge d'à peu près 1 gramme de ruthénium d'oxyde de ruthénium par gramme de MOF. On a également essayé un peu de comprendre comment se présentait le ruthénium au sein du matériau. Donc, on a fait notamment de la RMN dicarbone. Donc, le composé initial, le MOF, a une belle signature ici en carbone. On voit tous les sites associés au ligand. Par contre, chose surprenante, on avait en fait une perte de certains signaux, donc notamment les carbones C4 et C5 en RMN. Donc, on pouvait supposer que le composé était cassé, alors que la diffraction montrait qu'on avait toujours un composé parfaitement cristallisé. Donc, pour expliquer ce phénomène un peu particulier, on s'est un peu intéressé à ce qui se faisait en catalyse et on a aussi demandé de l'aide à des gens qui font des calculs. Donc, en fait, c'est connu qu'en catalyse, on peut notamment faire réagir du tétraoxyde de ruthénium ici avec un cycle benzénique pour former ici un pseudo-complexe de ruthénium ici, où forcément, ici, en fait, le caractère paramagnétique du ruthénium va faire ici que bah, les carbones et les protons ici juste à côté vont disparaître en RMN sans pour autant faire disparaître les autres carbones ici à côté. Donc on a pu en fait expliquer pourquoi ce notre signal RMN était aussi particulier. Voilà, donc je suis peut-être limité en temps, peut-être, je sais pas, j'ai encore peut-être 5 minutes, ouais, donc je vais m'arrêter là. Sinon, je voudrais également parler de ce qu'on fait sur le xénon et le krypton, qui sont d'autres produits de fission associés au nucléaire. Et donc, pour finir, je souhaiterais remercier donc notamment les gens avec qui je travaille à Lille. Donc, c'est pas un travail, voilà, je suis pas le seul à faire ça. On fait ça en équipe ici à Lille. Donc notamment au sein de l'équipe Matier, donc notamment avec Sylvain Duval, Natacha Henry, Alexandre Legrand, Thierry Loiseau et puis moi-même. Oups, pardon. Et donc notamment là le travaux que je vous ai présenté, donc c'était en collaboration avec la SNR, avec l'entreprise Nuvia, et puis c'est également le travaux issu donc de trois thésards, donc notamment Julienne Guyenne, Maëva Leloir et Pedro, donc qui chacun des trois sont désormais en poste. Hein. Enfin Julie travaille en fait dans une entreprise qui développe des réacteurs nucléaires. Maëva travaille chez EDF comme ingénieur en radioprotection et Pedro, qui est désormais maître de conférence au Brésil. Voilà. Et je vous remercie également pour votre attention. Voilà. Et je suis ouvert Merci. à toute question. Merci Christophe. Est-ce qu'il y aurait des questions immédiates? Je vais lancer une petite question si on imagine un accident nucléaire, on imagine qu'il va y avoir une onde de choc qui va être émise lors de l'accident nucléaire et je voulais savoir si ces MOF y résistent à l'onde de choc elle-même. Alors ça, c'est pas forcément des choses qu'on a encore étudiées, donc je pourrais pas forcément répondre à la question. Nous, ce que je peux vous répondre, c'est qu'on fait de la mise en forme sur ces MOF et qu'on essaie en fait de faire des particules qui sont les plus résistantes possibles. Et donc, on a des résistances qui sont à peu près similaires aux résistances des éolites notamment ou des charbons actifs qui sont mis en forme et qui sont déjà utilisés par l'industrie nucléaire. Donc, je dirais que j'ai jamais moi entendu forcément que ces matériaux ou que des matériaux dans une enceinte nucléaire étaient forcément sensibles aux ondes de choc. Donc, j'ai tendance à dire que si on fabrique des matériaux avec une résistance similaire à ce qui se fait actuellement, on devrait être également sensible aux ondes de choc. D'accord. Mais je m'avancerai pas non plus forcément parce qu'on n'a pas fait les mesures précises là-dessus. Damien Cornu peut poser une question.
Oui, bonjour, merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour remercier Corinne et du coup vous-même pour avoir accepté l'invitation de notre colloque pour ce webinaire. Je me posais la question, finalement, cet iode radioactif, est-ce que plutôt que de juste le capter, est-ce que ce serait possible d'avoir des mécanismes d'échange dans un MOF où on remplace un iode non radioactif par Ouais. un iode radioactif, comme ça on relargue en même temps de l'iode qui permettrait de saturer Alors, l'atmosphère. oui, oui, donc je veux pas en dire, enfin, je veux pas trop en parler de cet échange radioactif, enfin, d'éléments radioactifs avec des éléments stables, mais oui, c'est-à-dire, il est possible, par exemple, de faire des ligands initialement iodés, hein. En fait, la chimie organique permet justement de faire ça, donc d'halogéner des ligands organiques avec des éléments stables, et puis justement, on pourrait imaginer qu'on puisse avoir un échange, puisse avoir, en fait un échange là-dessus. Mm. C'est tout à fait probable. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, merci Christophe, Clément Sanchez. Bonjour Euh, Clément. C'était très intéressant. J'avais une question. En fait, votre choix sur les UIO 66 pour faire les manips, je dirais, les plus proches de la réalité, pourquoi vous avez pas choisi le 1125? Parce qu'il m'a semblé que dans certaines de vos Ah, résultats, ouais. le côté valence mixte était assez intéressant pour le piégeage, les métaux qui peuvent changer l'état d'oxydation. Donc le U66 à base de zirconium, c'est maintenant un des matériaux de type MOF qu'on peut produire assez facilement à l'échelle du kilo, voire plus. D'accord. Le 1125, c'est vrai que c'est le plus intéressant des matériaux qu'on ait fait. Je pense même que c'est le plus intéressant de la littérature en termes de capture d'iode. Le seul souci, c'est que la sensibilité de l'oxyde de titane fait que c'est un matériau qui est relativement compliqué à synthétiser à grande échelle, notamment quoi. Et c'est la principale des raisons. C'est-à-dire, et en plus de ça, la coxyde de titane, à titre de comparaison, il coûte quand même plus cher que le tétrachlorure de zirconium, qui lui est utilisé pour la synthèse du O66. Donc, d'un point de vue industriel, je pense que le 1125, malgré des capacités de capture en iode plus intéressantes, le fait qu'il soit plus cher, plus difficile à synthétiser, le rend moins intéressant. D'accord. Ok, ok. Mais a priori, si on se base que sur les résultats, il est plus intéressant que l'UIO. Oui, mais après, je peux répondre aussi, c'est-à-dire il va capter 2 fois plus que le UiO, mais à ce moment-là, autant mettre 2 fois plus de UO66 amino pour la D'ac- filtration de l'iode en fait, dans un réacteur. Et souvent, l'industrie nucléaire préfère en fait mettre 2 fois plus quelque chose qui coûte beaucoup moins cher Mhm. que mettre 2 fois moins quelque chose qui est un peu plus sensible à synthétiser. On peut envisager un composite? Oui, on est en train de publier là-dessus, on est en train de publier là-dessus et d'autres ont D'accord. publié là-dessus avant nous. Où on peut faire des composés mixtes UiO 66 zirconium titane, ouais. Ouais. Ouais, parce que là, on gagne sur les deux tableaux, là. Ouais, Mhm. Ok, ok. Ben, merci beaucoup. Très intéressant. merci. Il y a une question dans le chat qui est comment on retire les matériaux radioactifs capturés dans les Ben, MOF. donc, si on parle de l'iode, alors si on capte quelque chose de radioactif au sein d'un matériau poreux, l'idée c'est pas forcément de le retirer. L'idée ça serait de vitrifier, je dirais, le matériau piégeant, enfin l'espèce radioactive. Si on voulait en fait retirer des éléments radioactifs en fonction des éléments radioactifs et en fonction de son affinité avec le matériau, on a différentes possibilités. Donc l'iode, en fait, par exemple, nous ce qu'on a montré, c'est qu'il fallait chauffer. En chauffant à relativement haute température, on pouvait en fait relarguer de l'iode. Après, si on avait par exemple un piégage en strontium ou en césium, là, il faudrait faire plusieurs nettoyages pour justement évacuer ce qui est piégé au sein des pores, et ainsi de suite. En fait, en fonction de l'élément qu'on a piégé, on aura plusieurs possibilités pour l'évacuer, mais tout reste possible, sachant que ce qu'on souhaite avant tout, c'est de l'immobiliser. Et ensuite, la matrice, je dirais, peut être stockée, confinée aussi s'il faut, quoi. Il y a une autre question, est-ce que les expériences ont été effectuées à plusieurs activités? Oui, bien sûr. Euh, Ça a une influence? Alors, typiquement, quand on regarde plus globalement au sein de la littérature, typiquement, l'influence, alors, on verra plutôt une influence en fait en fonction du type de rayonnement, alpha, bêta, gamma. Donc, en fait, on aura des rayonnements, par exemple, le rayonnement alpha sera un peu plus, je dirais, comment dire, nuisible pour le matériau. C'est plutôt ça qui va être le plus embêtant. Et après, plus on va monter en dose, en fait, et plus forcément on va justement attaquer le matériau. Très bien, écoute, merci encore. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, à bientôt. Au Bonne Bonne fête, revoir. au retraite aussi. revoir.
Au revoir. Au revoir.